Tshisekedi face à une ligne rouge. Va-t-il libérer Mwangachuchu pour Kagame et le M23 AFC? Au moment où le pays espère un tournant décisif vers la paix, une question brûlante s'impose. Félix Tshisekedi va-t-il céder et libérer l'ex-sénateur Mwangachuchu au risque de franchir une ligne rouge irréversible pour l'État congolais? Cette vidéo démontre, faits à l'appui, pourquoi une telle décision serait une erreur politique, stratégique et morale qui reviendrait hanter la présidence et affaiblir durablement l'autorité de l'État. Le cœur du débat est simple à formuler, mais complexe à trancher. Des revendications posées par le M23-AFC incluent la libération de prisonniers, parmi lesquels figure, de manière insistante, l'ex-sénateur Mwangachuchu. L'argumentaire de ceux qui plaident pour une détente en échange d'un hypothétique apaisement est séduisant en surface. Faire un geste pour accélérer un accord, éviter l'enlisement, montrer une bonne foi constructive vis-à-vis de partenaires puissants qui poussent à un compromis. Mais le vernis craque si l'on regarde de près les conséquences institutionnelles, sécuritaires et politiques d'une telle concession. Céder sur Mwangachuchu créerait un précédent déstabilisateur, réduirait la dissuasion, brouillerait la frontière entre justice et marchandage et enverrait aux populations meurtries un message de résignation et d'injustice. Avant d'entrer dans la démonstration, il faut rappeler le contexte national, tel qu'il est vécu dans les veines du pays. À l'Est, le front n'a pas été reconquis, et le temps use la patience publique. L'ennemi a prospéré sur les ambiguïtés, les complicités et les trous dans la cuirasse de l'État. Le pays a vu des localités changer de main. Goma et Bukavu menacées ou secouées. Des vagues de déplacements. Dans ce paysage fracturé, l'armée régulière a connu des moments de défaillance, des replis désordonnés, des querelles internes, des erreurs coûteuses, pendant que la population assistait, incrédule, à la montée en puissance de groupes d'autodéfense, les Wazalendo, dont la bravoure contraste douloureusement avec les lacunes organisationnelles de certains segments des forces régulières. La communication officielle, parfois prompte à démentir ce que le terrain finit par confirmer, a accru la défiance. Et lorsque les rumeurs se sont emparées d'épisodes embarrassants, le chef d'état-major, Jules Banza, accusé d'avoir passé la nuit de l'autre côté de la frontière, l'exaspération contre des nominations contestées comme celle de Gassita, l'absence d'offensive visible, le sentiment de vide stratégique a enflé. Le message populaire, brut et clair. On attend des résultats, pas des communiqués. Dans ce climat, toute décision qui toucherait à un cas emblématique comme Mwangachuchu ne peut pas être traitée comme un simple geste humanitaire dans une négociation. Elle s'inscrit dans un théâtre national où la crédibilité de l'État se joue à découvert. Voici pourquoi la libération de Mwangachuchu serait une faute à plusieurs dimensions. D'abord, l'État de droit ne peut pas se négocier par paquets au gré des rapports de force du moment. Si un individu a été interpellé pour des faits graves, détention d'armes, activités incompatibles avec ses responsabilités publiques, atteinte potentielle à la sécurité nationale, sa situation relève de la justice, pas de la diplomatie de bazar. Accepter qu'un groupe armé, fût-il rebaptisé et adossé à des parrains extérieurs, dicte l'agenda des libérations, reviendrait à consacrer une hiérarchie perverse. Ceux qui menacent la République obtiennent, en ultime instance, un droit de veto sur la sanction des délits. C'est précisément le mécanisme qui a transformé, ailleurs, des mesures de confiance en spirale d'impunité. Une fois la porte ouverte, chaque table de négociation deviendra un guichet d'amnistie ciblée,
avec la violence comme levier de négociation. Ensuite, l'impact symbolique serait dévastateur pour les victimes et pour le moral national. Le pays a enterré ses illusions à répétition. Il ne peut pas enterrer en plus son exigence de justice. Lorsque des populations déplacées, des familles endeuillées et des communautés meurtries observent que des figures perçues, à tort ou à raison, comme impliquées dans la déstabilisation, sortent libres par la grande porte, elles n'y voient pas un signe d'apaisement, mais un rappel brutal que la souffrance des anonymes pèse peu dans la balance des puissants. Les Wazalendo, qui ont pris les armes par patriotisme pour combler les manques, y verraient à la confirmation d'un double standard. Leurs sacrifices servent de monnaie pour racheter l'immunité des élites. La confiance dans l'État, déjà fragile, s'effriterait davantage. Troisièmement, l'argument de l'efficacité tactique est illusoire. On promet souvent que libérer une personnalité clé ouvre des portes, calme des faucons, lubrifie la machine des pourparlers. L'expérience régionale montre l'inverse. Le capital de pression s'évapore au moment où la concession est octroyée et les exigences suivantes rappliquent aussitôt plus ambitieuses. En d'autres termes, céder sur Mwangachuchu ne mettra pas fin au chantage, il l'institutionnalisera. Dans une négociation asymétrique où l'ennemi teste la résilience de l'État, il faut conserver des leviers. Abandonner sans contrepartie vérifiable un atout de cette importance, c'est se priver d'un instrument de calibrage sur la suite des discussions, voire se condamner à des séquences successives d'exigences non négociables. Quatrièmement, le signal envoyé à l'appareil sécuritaire serait catastrophique. Aux officiers et soldats qui doutent, on dirait en substance « Tenez bon sur le terrain. Nous, au centre, nous démobilisons nos propres dossiers sensibles par convenance. » Dans un moment où l'autorité de commandement souffre, où le chef d'état-major peine à convaincre par l'exemple et par les résultats, où les réorganisations tardent, offrir un passe-droit spectaculaire à une personnalité litigieuse, parce que réclamée par l'adversaire, acterait l'antithèse d'une chaîne de commandement crédible. Comment exiger demain le respect strict d'ordres impopulaires si, dans le même temps, la présidence invalide la grammaire élémentaire de la responsabilité pénale? Cinquièmement, la dimension régionale ne peut pas être sous-estimée. L'Est du Congo n'est pas un théâtre fermé. Chaque geste est interprété à Kampala, Kigali et au-delà. Libérer Mwangachuchu serait lu dans les capitales voisines et par les relais du M23-AFC, comme l'aveu d'un rapport de force défavorable. La conséquence ne serait pas la détente, mais la surenchère. Si Kinshasa plie sur un non, pourquoi ne pas demander la réintégration de cadres, l'annulation de poursuites, des quotas dans l'armée, des zones d'influence administrées de facto? L'histoire des conflits prolongés est claire. On n'éteint pas un feu en soufflant sur ses braises pour faire plaisir aux incendiaires. Il faut ici poser une ligne de principe. La justice n'est pas un instrument sacrificiel dans une négociation politico-militaire. C'est le socle qui empêche la politique elle-même de se transformer en champ de prédation. Mwangachuchu, au-delà de la personne, incarne une catégorie de dossiers où se croisent pouvoir, argent, influence locale, réseau transfrontalier, sécurité. Renoncer à faire juger pleinement une telle affaire, c'est proclamer la faillite de l'État dans sa capacité à démêler les fils qui étranglent sa souveraineté. Car ce qui se joue n'est pas la sévérité pour la sévérité, c'est la reconstitution, pièce par pièce, du contrat social congolais. L'impunité des puissants, c'est l'impuissance des institutions. On objectera qu'il existe des logiques de paix qui exigent des gestes. C'est vrai. Mais il y a geste et geste. Une stratégie intelligente consiste à établir une typologie des détenus et des dossiers,
À une extrémité, des profils de basse intensité, des enrôlés sous contrainte, des personnes sans responsabilité hiérarchique, susceptibles d'intégration ou de réinsertion sous condition, avec mécanisme de suivi. À l'autre, des acteurs à haute valeur stratégique, porteurs de ressources, d'influence et de capacités de nuisance, qui doivent rester dans le circuit judiciaire jusqu'à décision définitive et exécution des peines, assorties d'inéligibilité et d'interdictions appropriées. Entre les deux, des cas hybrides ou des mesures alternatives peuvent être envisagées, mais jamais en répondant à des listes imposées par les armes. Mwangachuchu appartient, par son profil, à la catégorie qui ne peut pas être bradée. Pour sécuriser ce discernement, la présidence peut d'ailleurs proposer une architecture de crédibilité tournée vers l'opinion et vers les partenaires, un comité d'examen indépendant composé de magistrats congolais, d'avocats, de représentants de la société civile, d'experts en DDR, chargés de classer les dossiers selon des critères publics. Un calendrier de décision étalé sur des tranches, avec des évaluations trimestrielles, des libérations conditionnelles pour les profils mineurs, conditionnés à la remise d'armes, au renoncement écrit, au parrainage communautaire, à la restitution de biens, la publication transparente des motifs et des conditions, des mécanismes de révocation de la liberté en cas de manquement. Cette méthode conjugue humanité et fermeté, sans sacrifier les lignes rouges. Mwangachuchu, dans ce schéma, reste du ressort de la justice jusqu'à la fin du processus, point final. Il faut aussi intégrer la dimension psychopolitique. L'opinion attend un signal d'intransigeance ciblé contre ce qui a miné le pays. Réseau d'enrichissement illicite, complicité politique, armes dissimulées, connivence locale avec des forces hostiles. Si la présidence choisit de tenir bon, elle réactive un réflexe de respect. Le droit n'est pas à vendre. Inversement, une capitulation nourrirait le récit cynique selon lequel tout s'achète, tout se troque. Elle amplifierait le décrochage entre Kinshasa et les provinces martyres. Les communiqués du porte-parole militaire, qui s'attardent à pourfendre des influenceurs et à dédouaner des choix contestés, n'y changeront rien. Seul un acte clair, refuser la libération de Mwangachuchu, peut rebattre les cartes de la confiance. Ce choix d'inflexibilité ciblée doit s'articuler à une refondation opérationnelle. Le dossier Mwangachuchu ne peut pas masquer l'autre exigence, celle d'une chaîne de commandement qui inspire. Or, 9 mois après sa nomination, le chef d'état-major, Jules Banza, n'a pas offert les résultats attendus. Aucune localité majeure reconquise, aucune offensive lisible, une communication défensive, et des épisodes qui laissent dubitatifs quant au style de commandement. La population a la mémoire des replis, des traversées précipitées, des dénégations qui jurent avec les faits. On ne tient pas une maison avec des communiqués, on la tient par des actes. Il faut donc oser des choix managériaux qui réarment le moral, confier des secteurs sensibles à des officiers reconnus comme entraîneurs d'hommes, impulser une doctrine de conquête graduelle, imposer des cycles d'entraînement, réviser la logistique de terrain, sanctionner les défaillances, protéger et intégrer intelligemment l'élan Wazalendo sans créer d'armées parallèles. Ce réalignement peut passer par l'élévation ou la réaffectation d'officiers dont le terrain loue la capacité à galvaniser. Des noms circulent dans les rangs, portés par les soldats eux-mêmes. L'important n'est pas la starification des uns contre les autres, mais la mise en place d'un leadership crédible, exemplaire, capable de dormir là où il combat, de parler rare mais juste, de surprendre l'adversaire par l'initiative, de protéger les civils avant tout. Tant que ce signal n'est pas donné, tout geste politique, y compris l'hypothétique libération de détenus, sera lu comme une fuite en avant. Revenons au calcul stratégique. Les promoteurs d'une libération de Mwangachuchu arguent
qu'elle débloquerait d'autres dossiers. Il faut renverser la perspective. C'est au contraire la fermeté sur ce dossier qui peut servir de point d'appui pour exiger, en miroir, des preuves tangibles de bonne foi de la part de l'autre camp. Par exemple, la levée de certaines positions offensives, l'ouverture de couloirs humanitaires contrôlés par des organismes impartiaux, la remise documentée d'armes lourdes, des garanties vérifiables sur l'arrêt des recrutements transfrontaliers. Dans toute négociation, on n'offre pas un diamant contre une poignée de promesses verbales, on échange des pierres d'égale valeur après expertise. Mwangachuchu est une pierre trop précieuse dans l'équilibre des forces pour être cédée sans contrepoids massif et mesurable, lequel, à l'évidence, n'est pas à l'ordre du jour. L'argument international mérite également d'être clarifié. On évoque des pressions amicales, des injonctions de partenaires qui préfèrent la stabilité immédiate aux cohérences de long terme. Le Congo n'a pas vocation à s'isoler, mais il ne peut pas se laisser dicter ses lignes rouges par des agendas extérieurs. Les mêmes qui demandent aujourd'hui un geste spectaculaire applaudiront demain la résilience institutionnelle, si Kinshasa tient sa position et prouve qu'elle produit des effets. Assainissement de la chaîne de commandement, regain d'initiative sur le terrain, baisse des violations, reconstruction de la confiance civique. Les partenaires sérieux respectent les États qui se respectent eux-mêmes. On peut, parallèlement, bonifier la posture de fermeté en offrant un cadre politique d'inclusion mesurée, dialogues provinciaux pour écouter les griefs socio-économiques, accélération de la justice transitionnelle sur les violations les plus anciennes, relance d'investissements visibles dans les territoires meurtris, mécanisme de participation des communautés aux priorités de sécurité. Mais toutes ces ouvertures perdent leur sens si le cœur du droit se dilue. La paix n'est pas l'absence de bruit des armes, c'est la présence de règles claires et partagées, appliquées sans exception à ceux qui, précisément, ont les moyens d'y échapper. Il faut dire un mot des risques personnels pour le chef de l'État. Libérer Mwangachuchu placerait Tshisekedi face à une hypothèque politique qui le suivrait jusqu'à la fin de son mandat et au-delà. À la moindre résurgence d'un réseau, au moindre sabotage, à la moindre munition retrouvée, l'opinion relierait immédiatement les points. On l'avait averti. Les adversaires politiques transformeraient la libération en totem de faiblesse, les partenaires hésitants en argument de non-fiabilité, les alliés sincères en motif de désenchantement. Au contraire, refuser ce marché donne au président un cadre clair pour recadrer l'appareil sécuritaire, demander des comptes à ses propres commandements et imposer à ses partenaires une lecture respectueuse des impératifs congolais. On ne bâtit pas un État au rabais. La République a déjà trop pâti de compromis boiteux, d'accords faits à minuit, de deals scellés sous la menace. Le temps est venu de mettre un terme à l'économie politique de l'exception. Dans un pays de 120 millions d'âmes, la souveraineté n'est pas un slogan, c'est une discipline. Tenir bon sur Mwangachuchu, c'est aussi se donner la chance de réécrire le mode d'emploi des négociations futures. L'État écoute, discute, ouvre des portes pour les repentis. Mais il ne paie jamais avec la justice. Il s'agit donc d'annoncer, clairement, une doctrine en 3 axes. Premier axe, aucune libération dictée par des listes émanant d'acteurs armés ne sera acceptée. Les demandes peuvent être reçues, mais elles sont traitées par des instances congolaises selon des critères congolais, sur la base du droit congolais. Deuxième axe, les profils à haute valeur stratégique, financiers, logisticiens, influenceurs à réseau, commanditaires, ne sont pas éligibles à des mesures de clémence tant que l'environnement sécuritaire reste dégradé et que la justice n'a pas épuisé ses voies. Troisième axe, pour les profils de basse intensité, des mécanismes de sortie encadrés
peuvent être déployés, non pas comme concession à l'ennemi, mais comme geste de l'État envers ses propres enfants égarés, à l'issue d'un processus public, transparent et réversible. Dans ce cadre, la situation de Mwangachuchu est claire. Elle ne relève pas d'une sortie encadrée, mais d'une instruction judiciaire à mener jusqu'au bout, sans interférence. Certains diront que cette fermeté coûte cher en court terme. C'est exact, mais la faiblesse coûte toujours plus cher à long terme. Le Congo n'a pas besoin de respiration illusoire. Il a besoin de fondations solides. Et les fondations ne se coulent pas avec des exceptions de convenance. Elles exigent des choix impopulaires à l'instant où ils sont pris, mais qui produisent des effets cumulatifs. Respect retrouvé pour la loi, relégitimation du commandement, endiguement de l'appétit de chantage, recomposition des alliances utiles, réancrage de la confiance citoyenne. L'addition de ces gains structurels vaut infiniment plus que le frisson de soulagement que procurerait, pendant quelques jours, une libération spectaculaire. On n'ignore pas non plus le rôle des récits. Ceux qui poussent à la libération emballent leurs demandes dans une rhétorique de paix, de réconciliation, d'apaisement. Il faut reprendre ces mots et les vider de leur poison. La paix, c'est la vérité qui oblige chacun à regarder ses actes. La réconciliation, c'est la justice qui répare avant d'embrasser. L'apaisement, c'est la sécurité qui rend possible la vie ordinaire. Rien de tout cela ne s'obtient en relâchant, sur injonction contraire, un acteur clé d'un écosystème de prédation. Au contraire, c'est en brisant l'idée que le Congo peut être gouverné par le chantage que l'on ouvre la voie à des compromis durables. De ce point de vue, l'affaire Mwangachuchu agit comme un révélateur. Elle révèle l'état de la chaîne de commandement, la capacité des institutions à se tenir, la maturité de la présidence, la lucidité de l'élite politique, l'endurance de la société civile, la réalité des partenariats internationaux. Elle révèle aussi, à la base, la fin de justice d'un peuple qui en a trop peu reçu. Si la décision tombe du mauvais côté, l'onde de choc ne sera pas technique, elle sera morale. Et les ondes morales, en politique, mettent longtemps à se dissiper. C'est ici qu'il faut dire un mot de méthode pour l'avenir immédiat. Le président doit coupler l'inflexibilité sur Mwangachuchu avec 3 gestes de gouvernance visibles. D'abord, remplacer sans délai les responsables opérationnels qui n'ont pas livré ou les recadrer sous contrat de performance publique. La nation a besoin d'un chef d'état-major qui dort au front, pas d'un stratège fantôme. Ensuite, lancer une opération de transparence sécuritaire, publication trimestrielle d'objectifs, de cartes d'avancement, de bilans d'incidents et de sanctions. Enfin, activer une diplomatie de vérité avec les partenaires, exposer ce que le Congo peut concéder et ce qu'il ne concédera jamais, expliquer pourquoi la justice est non négociable et lier toute concession secondaire à des vérifications indépendantes sur le terrain. Cette triangulation, leadership, transparence, diplomatie, donnera à la fermeté sur Mwangachuchu le socle nécessaire pour être comprise et respectée. Dans cet effort, la communication doit se réinventer. L'heure n'est plus aux communiqués qui s'acharnent sur les messagers. La présidence doit parler rare, fort et juste. Un message présidentiel sobre, mais tranchant, fixerait le cadre. La libération de Mwangachuchu n'est pas à l'ordre du jour. La justice suit son cours. Les négociations ne sont pas un marché de noms. L'État est prêt à des gestes envers les plus faibles, pas à des capitulations envers les plus forts. La réforme de la chaîne de commandement est en cours. Les citoyens seront informés des progrès. Une telle parole tenue vaut plus que 1000 justifications. Il y a, dans l'histoire récente, une leçon
que le Congo peut faire sienne. Les pays qui redressent leur colonne vertébrale sont ceux qui acceptent de perdre des raccourcis. Les raccourcis mènent au ravin. L'affaire Mwenga-Tchouktchou invite Kinshasa à refuser le sentier trompeur. Le prix d'une rectitude assumée se mesure moins en jours qu'en décennies. Et c'est justement parce que le pays a trop longtemps vécu au jour le jour qu'il doit, enfin, choisir des lignes qui traversent le temps. Au bout du compte, la question posée au président n'est pas seulement « faut-il libérer un homme ?», elle est « quelle république voulons-nous laisser en héritage ?» Une république où la justice se vend au kilo, où chaque groupe armé peut glisser un nom dans la balance, où la force négocie le droit, ou une république où la loi, imparfaite mais ferme, résiste au chantage et protège d'abord les sans-voix. La première est une parenthèse qui se referme en fracas. La seconde est une ascension exigeante, mais qui, pas à pas, reconstruit la maison commune. Ne pas libérer Mwenga-Tchouktchou n'est pas un caprice, ni un acte d'orgueil. C'est une condition de possibilité de tout le reste. La réforme de l'armée, le retour de l'initiative, la réparation des victimes, la réconciliation qui ne ment pas, la diplomatie qui s'appuie sur le droit. C'est aussi un message aux millions de Congolais qui demandent une seule chose depuis des années. Qu'on prenne enfin au sérieux leur soif de justice et de dignité. Tenir cette ligne rouge, c'est tenir la promesse implicite de tout État digne de ce nom. Personne n'est au-dessus de la loi, surtout pas quand le destin de la nation se joue. Le débat se poursuivra, les pressions extérieures ne cesseront pas, les voix prudentes diront qu'il faut parfois transiger, qu'elles soient entendues, mais qu'elles n'emportent pas la décision sur l'essentiel. L'essentiel, ici, est aussi net que rare en politique, une frontière entre ce qui se discute et ce qui ne se discute pas. La liberté de Mwenga-Tchouktchou ne se discute pas. La justice, elle, se rend. Et le Congo, en le rappelant, retrouvera peu à peu ce qui lui a été confisqué, la maîtrise de son destin.